on a l'impression, on est frappé de première vue par des opacités hilaires bilatérales à centre clair. Donc, excavation ou non, on est dans le cadre d'une tuberculose. Alors, on analyse encore mieux notre cliché. Donc, déjà, vous avez repéré que c'est un cliché qui est trop noir. Donc, on a vu ces opacités. Est-ce qu'il s'agit d'opacité pathologique ou non? On regarde encore, on analyse encore mieux notre cliché. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a également des opacités triangulaires axillaires bilatérales que vous voyez ici, qui sont en rapport avec la projection des omoplates. Donc, c'est un cliché qui n'est pas parfait sur le plan technique. Donc, que faut-il faire pour avancer? On refait le cliché, notre cliché, et là, on a refait le cliché. Bon, ces opacités hilaires bilatérales disparaissent. C'était en fait en rapport avec la projection des mamelons. Donc, c'était des images construites par les mamelons chez cette fille qui étiquetait maladie de Marfan. Et là, je vous montre son scanner qui a été réalisé pas pour cette image, mais dans le cadre du bilan de la tuberculose confirmée et qui montre bel et bien qu'il n'y a pas d'opacité hilaire et qui confirme que ces images construites sur la première radio, sont en rapport avec des plis, avec les mamelons. Et voilà, donc c'est une image piège. Alors, le thymus, ça vit sans l'air. Donc, le thymus, c'est une particularité, comme vous le savez, du thorax de l'enfant. Je vous rappelle que c'est une structure lymphoïde très molle qui a tendance à prendre ses aisés dans le thorax de l'enfant entre 3 mois et 2 ans. Alors, le thymus est formé par 2 lobes qui ne sont pas le plus souvent symétriques. Et donc, parfois, l'aspect est piégeant. Donc, ça peut donner une hypertrophie impressionnante qui peut simuler une cardiomégalie ou une masse médiastinale. Et donc, pour s'en sortir, il faut donc avoir le réflexe de faire un complément échographique qui va faire la part des choses. Alors, chose importante, le thymus, quel que soit son volume, il ne donne jamais de signe de compression. Donc, si vous avez une opacité qui vous semble en rapport avec un thymus chez un enfant qui a des signes de compression, donc c'est que ce n'est pas le thymus, donc c'est qu'il y a quelque chose. Alors là, je vous montre différents types d'aspects de thymus que peut mimer sur une radiographie du thorax. Alors le thymus, comme vous le savez, est très imagé, et donc on reste avec la description donc, du siècle dernier. Et donc, ici, on a le signe de la voile, où le thymus va donc se reposer sur la partie interne donc de la petite scissure et donne cette opacité triangulaire caractéristique qui signe qu'il s'agit bel et bien d'une opacité thymique. Alors, pour rester dans le monde maritime, on a également le signe de la vague qui est formé par la moulure des arcs antérieurs de côte sur cette structure molle, et donc ça va nous donner cet aspect ondulé caractéristique donc, du thymus. Et puis parfois, sur le même cliché, on peut avoir les deux à la fois combinés. Donc, le signe de la vague d'un côté et le signe de la voile de l'autre côté, ce qui est un argument en faveur donc, de l'opacité thymique. Également, on peut avoir un autre signe qui nous oriente vers l'opacité thymique, c'est ce qu'on appelle le signe du raccordement, qui se traduit par une incisure à l'insertion bord externe du thymus et bord du cœur. Également, on a ce qu'on appelle le signe du recouvrement hilaire. Et donc là, sur ce cliché du thorax, on est d'emblée frappé par cette opacité médiastinale, ce gros médiastin qui nous oriente vers un gros cœur. Mais si vous regardez bien, vous allez voir
que les opacités hilaires sont visibles à travers cette opacité médiastinale, chose qui est non visible. Donc, alors que lorsqu'il s'agissait d'une cardiomégalie, donc la cardiomégalie, elle va refouler les opacités hilaires. Et donc, ce signe-là nous permet de faire la part entre cardiomégalie et opacité thymique. Si le doute persiste, on peut compléter par une échographie. Alors, autre caractéristique du thymus, alors le thymus, il change de forme avec le temps respiratoire et la position. Et donc, il a tendance à s'amincir et à s'allonger si notre cliché est si notre cliché est en inspiration profonde, et à s'agrandir si le cliché est fait en expiration. Alors, un cas clinique, alors bronchite aiguë chez ce nourrisson de 2 ans. Voici sa radiographie du thorax. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, on a un élargissement du médiastin. S'agit-il d'un gros médiastin ou du thymus? Alors, des arguments? Alors, bon, le cliché, il est interprétable. Pour éviter de refaire le cliché, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Un coup de sonde échographique qui va faire la part des choses. Donc, et donc, on a fait l'échographie. L'échographie, qu'est-ce qu'elle montre? Donc, elle nous montre une masse rétrosternale homogène, des costructures homogènes qui rappellent les costructures du foie et de la rate. C'est une masse qui est donc moulante, il n'y a pas de caractère compressif, qui moule les vaisseaux de la base du cœur. Et donc, il s'agit bel et bien du thymus. Donc, on est comme ça rassuré. C'est un élargissement qui est dû à l'opacité thymique et pas à une masse médiastinale. Autre exemple, 8 mois, donc, qui consulte pour fièvre et dyspnée. Voici sa radiographie du thorax. Alors, qu'en pensez-vous? Pneumopathie ou thymus? Eh bien, il y a les deux. On a une pneumopathie, donc un foyer systématisé avec un bronchogramme qui occupe tout le lobe supérieur gauche, et se rajouter sur cette opacité en rapport avec la pneumopathie, on a ici l'opacité thymique avec l'aspect ondulé en vague, caractéristique. Donc, on a les deux ici. Alors, un autre cas clinique, 17 mois, donc dyspnée fébrile plus diarrhée, évoluant depuis 2 semaines d'aggravation progressive à l'examen. Le nourrisson donc, avait un léger tirage sous-costal, une polypnée à 40. La saturation d'oxygène, elle est acceptable. Il avait des râles ronflants et sibilants aux 2 champs pulmonaires et une tachycardie. Voilà sa radiographie du thorax. Alors, on est frappé par cette opacité médiastinale. Donc, on a un gros médiastin. Alors, c'est un thymus ou pas? Donc, on est frappé par cette opacité médiastinale qui occupe la quasi-totalité du poumon. Donc, thymus ou pas? Pour avancer, qu'est-ce qu'on doit faire? Une échographie. Une échographie. L'échographie montre que cette masse, elle est hétérogène. Donc, hétérogène. Elle a un caractère compressif, pas comme tout à l'heure. Elle comprime les vaisseaux de la base donc, du cœur, et qui s'associe à une petite réaction pleurale, d'ailleurs qu'on la repère même sur la radiothorax. D'accord? Alors l'étape suivante, c'est quoi? C'est de réaliser un scanner. Donc dans ce cas, le scanner est justifié. Donc afin de mieux analyser donc, cette masse et ses rapports, qui étaient en rapport avec une hémopathie, dans l'étude du myélogramme a conclu à une leucémie type T.
Autre cas clinique, c'est un nourrisson de 9 mois qui présente donc stridor. Voici sa radiographie du thorax. On est frappé par cette opacité médiastinale que vous voyez. Alors cette opacité médiastinale qui comprime la trachée, donc ça ne peut pas être le thymus, donc comprime la trachée et même refoule la trachée, et le comprime au niveau de sa partie inférieure qui devient non visible. Et s'associe, si vous avez remarqué, à une hyperclarté de la base pulmonaire, donc droite, donc elle a un caractère compressif. Alors, l'échographie et le scanner réalisés dans ce cadre confirment la présence de cette masse et sa nature kystique que vous voyez localisée au niveau du médiastin moyen, et c'était en rapport avec une duplication œsophagienne confirmée après traitement chirurgical. Alors, un autre aspect caractéristique du thymus, c'est ce qu'on appelle les thymus volants. Alors, c'est quoi les thymus volants? Ça correspond à quoi? Ça correspond à de l'air, comme vous voyez ici, emprisonné au niveau du médiastin sous le thymus qui donne parfois l'aspect en aile. Donc, alors, cet aspect est très caractéristique du pneumomédiastin chez l'enfant. Donc, cet aspect, on peut le voir comme sur cet exemple chez un nouveau-né qui a présenté une détresse respiratoire néonatale, mais également, il est vrai, chez le nourrisson, on peut le voir, et chez le grand enfant, et il peut même s'associer à un emphysème sous-cutané qu'on doit le rechercher. Alors, donc on est dans un espace où on parle d'un espace où il y a d'une situation inhabituelle d'air, et donc cette situation, une des situations inhabituelles, c'est la présence d'air dans la grande cavité pleurale. Et donc ici, je ne vais pas vous reprendre la sémiologie du pneumothorax. Mais l'intérêt, c'est de rechercher toujours des signes de retentissement de ce pneumothorax, à savoir le déplacement donc, des éléments du médiastin, et de rechercher quelque chose qui va nous orienter vers une cause à ce pneumothorax, qui est le plus souvent dit idiopathique, reste sans cause. Alors ici, sur cet exemple, vous avez bien vu ce pneumothorax de la grande cavité gauche, avec un aspect ratatiné, comme vous voyez ici, du poumon tout autour donc, du hile pulmonaire, avec des signes de compression. On voit donc le déplacement du médiastin, l'aplatissement de la coupole diaphragmatique et l'écartement des espaces intercostaux. C'est un pneumothorax compressif qui nécessite en urgence une exsufflation. Alors, un cas clinique, 12 ans, douleur thoracique aiguë droite. On fait une radiographie du thorax. Vous avez bien repéré le décollement pleural droit que vous voyez ici. Et donc, si vous analysez bien votre cliché, vous allez se rendre compte qu'il y a une bulle apicale gauche associée à ce pneumothorax. Et donc, ce pneumothorax, dans ce cas-là, vraisemblablement secondaire à la rupture d'une bulle sous-pleurale ou ce qu'on appelle les plebs. Donc, et là, je vous montre le scanner correspondant réalisé dans le cadre du bilan avant prise en charge thérapeutique. Alors, 4 mois, c'est un nourrisson de 4 mois. La maman vous dit qu'il est tout le temps essoufflé. Voilà donc sa radiographie du thorax. Alors, qu'en pensez-vous? C'est un pneumomédiastin ou non? Bravo. Donc, c'est une hyperclarté bien circonscrite qui occupe la quasi-totalité du poumon, du champ pulmonaire droit, avec même, on voit ici, une hernie transmédiastinale antérieure, avec déplacement du médiastin vers le côté contralatéral. Donc, effectivement, il s'agit bel et bien d'un emphysème lobaire géant. Et donc là, je vous montre le scanner correspondant réalisé dans le cadre du bilan préopératoire. Autre cas clinique,
8 mois, tout plus dyspnée. Et donc, voici sa radiographie du thorax. Alors, on est frappé, tout le monde d'accord, qu'on est frappé dès le premier vue par une opacité que vous voyez ici, qui a des contours externes bien limités et des contours internes noyés dans le médiastin. C'est une opacité médiastinale qui n'efface pas le bord du cœur, donc elle n'est pas localisée au niveau du médiastin antérieur, mais elle peut être au niveau du médiastin moyen ou postérieur. À côté de cette opacité médiastinale qu'on a repérée sur la radiographie du thorax, vous êtes bien d'accord qu'il y a une hyperinsufflation donc du lobe inférieur droit que vous voyez ici. Donc, c'est une masse médiastinale qui a un effet compressif et qui est responsable de cet emphysème, donc lobaire inférieur droit. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? Donc, on doit... Non, c'est un scanner. L'IRM, elle n'explore pas bien le parenchyme pulmonaire. Elle est aveugle en matière de parenchyme pulmonaire. Donc, on peut se contenter d'un scanner. Le scanner, dans ce cas-là, est largement suffisant. Et donc, il confirme nos constatations sur la radiographie du thorax. Et le siège médiastinal moyen, donc c'est le médiastin moyen, ici moyen et postérieur, effectivement. Et il nous donne un autre élément, c'est que cette masse est de densité liquidienne, donc c'est une formation kystique. Et donc nous, radiologues, on ne peut pas faire la différence de façon certaine entre la duplication digestive et le kyste bronchogénique. Parfois, quelques éléments d'orientation, la proximité avec l'œsophage ou la trachée nous oriente plus vers l'un ou l'autre des diagnostics. Mais donc, ce cas-là était un kyste bronchogénique après chirurgie et études anatomo-histologiques. Donc, c'était dans ce cas-là un kyste bronchogénique. Alors, second chapitre, c'est l'inhalation de corps étrangers, que je vous rappelle que c'est une situation qui est fréquente en pédiatrie et plus particulièrement aux alentours de 2-3 ans. Et avec souvent, on a un syndrome de pénétration clinique qui va nous aider à faire le diagnostic et à guider le reste des investigations. Alors, le diagnostic du corps étranger est facile sur la radiographie standard. Si le corps étranger est radio-opaque, comme vous voyez ici, l'épingle est localisée, comme vous voyez, au niveau de la branche souche gauche. Là, je vous montre le scanner qui a été réalisé donc, dans ce cas et qui était abusif, donc il n'a pas apporté un plus par rapport à la radiographie du thorax. Donc, c'est à éviter dans ce cas-là. Donc, le diagnostic est simple sur la radiographie du thorax. Par contre, quand le corps étranger est radio-transparent et qu'on ne voit rien sur le cliché de face en inspiration, eh bien, je vous rappelle que la recommandation, c'est de faire un cliché en expiration afin de rechercher un tapage qui va nous orienter indirectement sur le siège du corps étranger. Et là, sur cet exemple-là, vous voyez qu'on a sur le cliché en expiration, vous avez bien repéré cet emphysème obstructif au niveau du poumon droit. Donc, on peut dire que le corps étranger est localisé au niveau de la branche souche droite. Donc, en matière de corps étranger, donc, les recommandations, c'est de faire un cliché en expiration si on ne voit rien sur le cliché de face. Dans les cas douteux, donc on peut envisager l'éventualité d'un scanner si ça reste douteux même sur le cliché en expiration, mais dans ce cas-là, le scanner sera fait sans injection de produits de contraste et en basse dose pour éviter l'irradiation inutile de l'enfant. Alors, très rapidement, je vous rappelle la sémiologie radiologique en matière d'inhalation de corps étranger. Et donc, à la phase aiguë, le corps étranger va, généralement, il ne donne pas une obstruction totale de la branche. Donc, ce qui fait qu'en inspiration, l'air, il rentre. La branche est souple, donc en expiration, elle va se fermer. Et donc, on va avoir ce signe sémiologique radiologique qui est le trappage ou l'emphysème obstructif. À la phase subaiguë, donc, le corps étranger, il peut migrer vers une branche de plus petit calibre. Et donc, ça va entraîner, dans ce cas-là, il peut entraîner une obstruction totale qui va se traduire par une atéléctasie. Parfois, le corps étranger reste sur place, mais
c'est en fait la réaction inflammatoire tout autour qui va obstruer la branche secondairement et va donc donner cette atélectasie. Et puis, parfois, le corps étranger, il peut se localiser à cheval, donc sur une bifurcation, et donc de telle sorte, il va donner une obstruction totale d'une partie d'une branche et une obstruction partielle d'une autre branche segmentaire, et donc on peut avoir les deux sur notre cliché du thorax. Bien sûr, ces signes-là vont être majorés sur un cliché en expiration, et puis je vous rappelle que le corps étranger inhalé, donc il peut avoir à la phase aiguë des complications telles qu'un pneumothorax, pneumomédiastin ou la pneumopathie d'inhalation. Alors, un quiz, ici, 12 ans, douleur thoracique plus fièvre et dyspnée. Voici sa radiographie du thorax. Donc, vous êtes bien d'accord qu'il y a un collapsus total du poumon droit, avec une attraction, comme vous voyez, du médiastin vers le côté droit et de la trachée, et on a un arrêt abrupt donc, de la branche souche droite. Donc, on peut penser à un corps étranger non radiotransparent, ou autre chose. Et avant de faire la fibroscopie, donc ça a été indiqué un scanner en urgence. Et donc on a fait le scanner qui confirme bel et bien cette atélectasie de tout le poumon. Et au niveau de la branche souche droite, effectivement, il y a un obstacle, mais cet obstacle-là ne correspond pas à un corps étranger, c'est une masse tumorale qui prend le contraste. Il s'agissait dans ce cas-là, donc la biopsie a été faite de ce fragment endobronchique et ça a été un lymphome anaplasique type T. Et là, je vous montre sa radiographie du thorax après 4 cures de chimiothérapie avec une bonne évolution clinique et radiologique. Alors, les infections pulmonaires pour terminer. Donc, tout d'abord, les bronchiolites. Je vous rappelle que le diagnostic est avant tout clinique. Et si jamais on fait une radiographie du thorax, donc on va noter une distension thoracique, plus ou moins associée, comme vous voyez ici, à des opacités péribronchovasculaires. Alors ici, vous notez, donc ici sur l'image de gauche, cet aspect indenté de la partie externe du diaphragme qui conforte la distension thoracique, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure. Alors, les critères de gravité de la bronchiolite sont également cliniques et donc l'imagerie également peut donner et peut rechercher, en cas de gravité clinique, des critères de gravité radiologique. Ces critères de gravité radiologique de la bronchiolite peuvent être sous forme d'atélectasie dissale, de signes de surinfection qui vont se traduire par des foyers de condensation, ou un pneumothorax ou un pneumomédiastin. Et là, vous avez un exemple d'un pneumothorax bilatéral complet, donc suffocant. Alors, pour les infections bactériennes, eh bien, l'image typique, c'est un foyer systématisé, comme vous voyez ici, pneumonie franche ouverte aiguë, avec un bronchogramme aérique qui peut se localiser, comme vous voyez ici, au niveau du lobe supérieur droit ou du lobe inférieur gauche. Alors, une note particulière chez l'enfant, pour les pneumopathies errantes, c'est un aspect trompeur qui peut nous induire en erreur et faire évoquer une masse médiastinale ou parenchymateuse. Il faut y penser à cet aspect de pneumopathie errante de chez l'enfant et pour éviter de tomber dans le piège. Alors ici c'est facile, c'est une opacité alvéolaire, donc de la base pulmonaire droite qui efface le bord du médiastin et qui est parcouru par un bronchogramme aérique. Et là c'est une opacité alvéolaire mal limitée rétrocardiaque. Ici c'est facile également, c'est d'un foyer qui peut le localiser au niveau du lobe moyen. Donc on voit très bien le bronchogramme aérique à l'intérieur. Alors, les pneumopathies peuvent également se traduire par un tableau de pleuropneumopathie. Et donc, sur la radiographie du thorax, on va voir un hémithorax blanc, comme vous voyez sur cet exemple, plus ou moins opaque et plus ou moins compressif selon l'abondance de l'épanchement. Donc, il peut comprimer et refouler le médiastin. Alors, dans ce cas-là, si on est dans cette situation, l'échographie trouve toute son importance pour d'abord juger de l'abondance de cet épanchement, de sa nature, de le repérer ici, on va faire une ponction, et puis d'étudier le parenchyme pulmonaire à la recherche d'une complication type nécrose ou cavitation ou accédation. Alors là, vous avez un exemple, 2 ans, dyspnée rapidement progressive avec à l'examen, tirage intercostal, diminution des murmures vésiculaires. Donc cet enfant avait une tachycardie et une polypnée à l'examen. Et donc là, sur sa radiographie du thorax, que voyez-vous? Alors, c'est un émission pulmonaire droit qui est blanc, quasi blanc. Et donc c'est un cliché qui est couché là. D'accord? Donc, on a un hémithorax droit qui est pratiquement il est blanc, et avec un refoulement des éléments du médiastin. Alors, pour mieux voir, et donc pour mieux analyser, on va commencer par une échographie. Alors, l'échographie, elle nous répond, oui, il y a un épanchement pleural qui est libre, qui est des structures finement échogènes comme ça. Donc, comme vous voyez, il est finement pepté. Mais, en plus de l'épanchement, on découvre une masse pleurale. Donc, c'est une masse tissulaire, contour polylobé, comme vous voyez, vascularisé Doppler. Donc, on n'est pas dans le contexte de pleuropneumopathie. Donc, c'est la radiographie du thorax, donc, elle était insuffisante pour nous orienter vers le diagnostic. Donc, voilà, donc on est devant une masse pleurale avec
épanchement et probablement le reste de l'opacité de l'émission, c'est par contre récent du reste du parenchyme pulmonaire. Donc, que faut-il faire? Donc, on passe à l'étape suivante, qui est un scanner. Dans ce cas-là, donc, on est devant une masse. Eh bien, le scanner a été fait, pas en urgence extrême dans la semaine, il a été fait dans la semaine, et qui montre bel et bien la présence d'une masse ici, qui est diaphragmatique avec un épanchement, un envahissement de la cavité pleurale. Il s'agissait dans ce cas-là donc d'une tumeur vitéline du médiastin postérieur avec un taux d'alpha-photoprotéine très élevé. C'est un cas du 3e étage. Alors, autre cas clinique, présent, dyspnée, opacité persistante malgré l'antibiothérapie chez cette fille de 13 ans. Donc, la radiographie du thorax au tout début, étant donné le contexte fébrile, a été prise pour une pleuropneumopathie. Donc, mais elle ne s'améliore pas sous traitement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Toutes sont échographiques avant. Donc, on peut commencer par une échographie puisqu'on a une fenêtre radiologique pour mieux avancer. Et donc, à l'échographie, tiens, il y a une masse qui est vascularisée. Donc, il ne s'agit pas d'une pleuropneumopathie. Donc, on est dans un autre contexte. C'est une masse. Donc, c'est là où on est passé à l'étape suivante, qui est le scanner, et donc qui confirme la présence d'une masse. C'est une masse pariétale, en fait, qui s'associe, comme vous voyez ici, à une lise costale. Donc, c'est un sarcome délique. Et si on revient à un autre cliché du thorax, donc on va voir qu'on est passé à côté ici, si on n'a pas fait attention à cette lise déjà existante sur la radiographie du thorax. Donc, très important, soyez très vigilants lorsqu'on interprète une radio. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faut être systématique. Il ne faut rien oublier. Donc, même les parties molles, il faut les analyser. Donc, et c'était un sarcome délique, donc costal, qui a été traité au 3e étage également. Alors, une note particulière pour la staphylococcus pleuropulmonaire, donc c'est un tableau radiologique particulier à part qui survient surtout chez le nourrisson et qui se caractérise par une pleuropneumopathie bulleuse très rapidement évolutive, donc qu'on doit suivre son évolution sur la radiographie du thorax. Et là, je vous ai mis un exemple chez un nourrisson, où la radiographie, donc avec une évolution rapidement progressive. Donc en 3 jours, vous voyez, donc J1, il avait quelques opacités alvéolaires, donc majoration des opacités, et puis à J3, donc on a une bulle. Donc ça, c'est spectaculaire. Alors également ici juste un mot pour la tuberculose pulmonaire qui existe chez l'enfant et il faut savoir détecter les premiers signes sur la radiographie du thorax. Et là j'ai essayé de vous mettre les principaux aspects qu'on peut rencontrer sur une radiographie du thorax d'une tuberculose infantile. Là c'est une radiographie du thorax dans le cadre d'une pneumo-infection tuberculose qui montre des adénopathies médiastinales calcifiées. Ici c'est un aspect de miliaire tuberculose caractéristique. Là vous avez l'aspect d'un infiltrat alvéolaire. Et ici, donc, d'une caverne compliquée, donc avec un niveau, et d'épanchement pleural enquisté ou libre. Et puis, pour finir, donc, donc on ne peut pas terminer cet exposé sans parler du kyste hydatique et son aspect sur la radiographie du thorax, puisqu'on est une zone d'endymie du kyste hydatique. Et là, je vous ai mis les différents aspects que peut prendre le kyste hydatique sur une radiographie du thorax, du kyste non compliqué au kyste totalement détergé, sans omettre donc, les signes pathognomoniques sur la radiographie du thorax qui nous orientent vers le kyste hydatique, le niveau ondulé que vous voyez ici, et la retention de membrane que vous voyez ici, qui donne l'aspect pathognomonique donc, en nénuphar. L'aspect en nénuphar. Voilà, donc pour conclure, on peut dire que la radiographie du thorax a toujours sa place et elle garde toujours sa place dans l'exploration de la pathologie pulmonaire de l'enfant, mais surtout, on ne doit pas oublier le dialogue clinicien-radiologue qui va forcément être essentiel pour résoudre les problèmes de nos petits enfants. Je vous remercie.